Une ville de briques et d'acier, un fleuve qui relie tout, et un nom lourd comme un défi, Stalingrad. En 1942, alors que la carte de l'Est s'embrase, deux armées se dévisagent à travers la fumée des canons et les ruines d'une ville. La question qui allait tout changer n'était pas de savoir qui avait le plus d'hommes ou de chars, mais qui accepterait de tenir plus longtemps, qui lâcherait le premier 1 mètre de sol ou une gorgée de Volga. Stalingrad ne s'est pas gagné qu'avec des balles. Ce fut la logistique contre la faim, l'aviation contre les caves, les cartes contre l'instinct. Ce fut pas un pas en arrière, transformé en tactique, et une ville entière métamorphosée en tranchées. Mais comment les Soviétiques ont-ils changé les usines en forteresses? Comment la Wehrmacht, invaincue au milieu du continent, s'est-elle retrouvée embourbée entre briques, tuyauteries et cages d'escalier? Et comment, loin des projecteurs, un plan sur les flancs a-t-il scellé le destin de la 6e armée? Aujourd'hui, nous raconterons comment Stalingrad est passé d'un objectif sur le papier au point de bascule de toute la guerre à l'Est, du bombardement qui en fit un labyrinthe à l'encerclement qui en fit un piège. Mais d'abord, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche. Ici, on raconte les batailles qui ont changé l'histoire. Aujourd'hui, c'est le tour de Stalingrad, la ville, le fleuve et l'hiver qui ont arrêté l'Allemagne nazie. Et maintenant, on commence. L'histoire commence bien avant qu'on entende le premier coup de feu dans les ruines. À la mi-1942, la guerre à l'Est est devenue une course d'endurance. L'Allemagne n'a pas réussi à abattre l'Union soviétique en 1941 et l'hiver a forcé la Wehrmacht à s'arrêter. Mais à l'été 1942, Berlin décide d'emprunter une autre voie, frapper au sud, couper la Volga et s'emparer du pétrole du Caucase. Ce plan est baptisé Opération Bleue. Stalingrad, de son côté, est une grande ville industrielle sur la rive ouest de la Volga, qui apparaît sur la carte comme un nœud où se croisent acier, charbon et pétrole. Mais ce n'est pas qu'un nom. C'est une usine de tracteurs qui sort des chars T-34 avec des chaînes de montage presque collées à la ligne de front. Ce sont des aciéries et des ateliers qui nourrissent l'effort de guerre. C'est un port fluvial d'où des barges montent et descendent des marchandises sur la Volga. Hitler sait que celui qui domine ce fleuve peut étrangler la circulation des céréales, des carburants et des équipements vers le cœur soviétique. Et puis, il y a une dimension symbolique que tout le monde comprend. La ville porte le nom de Staline. La prendre serait un coup porté au moral de l'adversaire et un trophée de propagande. Mais le pari allemand a un problème de fond. Ses ressources sont finies. L'opération Bleue divise donc les forces pour deux objectifs gigantesques à la fois. Capturer Stalingrad et pousser vers le Caucase. Cela veut dire colonnes qui avancent des centaines de kilomètres à travers les steppes, lignes de ravitaillement de plus en plus longues et carburants qui n'arrivent pas toujours. La vitesse des panzers dépend de camions et de voies ferrées qui craquent. En même temps, le haut commandement allemand se persuade que, comme l'année précédente, la résistance soviétique cédera si on la presse assez fort. Sous-estimer l'adversaire sera une erreur chèrement payée. Pour Moscou, Stalingrad est un point critique. La production locale, bien que touchée, continue. Le trafic sur la Volga maintient en vie la ville et les armées du front. Sur le plan stratégique, perdre le fleuve reviendrait à rompre la colonne vertébrale logistique qui relie le sud soviétique au centre du pays. Ainsi, à mesure que la Wehrmacht approche, la ville se fortifie avec des fossés, des nids de mitrailleuses, des points d'appui improvisés et, quand il le faut, avec des ouvriers et des civils qui dressent des murs avec les briques arrachées à leur propre maison. Sur les flancs allemands, c'est une autre image. Pour soutenir la pénétration, Berlin déploie ses alliés. Roumains, Italiens et Hongrois couvrent de longues lignes de part et d'autre de la poussée vers Stalingrad. Ces unités sont étirées, souvent avec artillerie hippomobile et armes antichars insuffisantes. Beaucoup de pièces de 37 et 47 mm ne stoppent pas de manière fiable les T-34. Les rares 75 mm modernes arrivent tard et en trop petit nombre. Quand le temps tournera contre eux et que les T-34 afflueront, ces lignes seront des ponts de papier. Pendant ce temps, dans les airs, la Luftwaffe domine. La Luftflotte 4 de Wolfram von Richthofen prépare une correction qui, lorsqu'elle tombera, réduira Stalingrad en poussière et en cendres. Mais le feu n'aide pas toujours l'assaillant. Les ruines, comme les Allemands vont vite s'en rendre compte,
sont un champ de bataille qui favorise le défenseur obstiné et au contact. Le 28 juin 1942, l'opération Bleue démarre en confiance. Après le printemps, la Wehrmacht reprend de l'élan. Voronezh tombe, le Don est franchi, et dans bien des états-majors allemands, on a le sentiment que l'URSS ne peut plus encaisser. Le plan général prévoit 2 dents à la même fourchette. L'une mord Stalingrad, l'autre se plante dans le Caucase pour s'emparer du pétrole de Maïkop, Grozny et, si possible, Bakou. Mais scinder les forces, c'est aussi scinder la logistique. Pourquoi Stalingrad compte-t-elle tant pour Hitler? D'abord pour son industrie. L'usine de tracteurs Dzerzhinsky ne fabrique pas que du matériel agricole. En guerre, sa chaîne s'adapte aux blindés et aux pièces. À côté, les usines Barikadi et Krasny Oktyabre produisent d'artillerie et acier. Ensuite, la Volga. Naviguer sur ce fleuve, c'est disposer d'une autoroute de barges qui dépasse les limites d'un réseau ferré saturé. Le pétrole qui remonte du sud a besoin de ce cours d'eau, et les soviétiques le savent depuis la Première Guerre mondiale. La Volga compense l'étranglement ferroviaire. Troisième raison, le nom. Stalingrad, c'est de la politique pure. La laisser aux Allemands serait une défaite morale difficile à avaler pour les Soviétiques. Le plan allemand part du principe que l'ennemi est épuisé et que les alliés de l'axe sur les flancs tiendront. Au nord du secteur, la 3e armée roumaine couvre une ligne interminable. Au sud, la 4e armée roumaine fait de même. Leurs divisions ont peu de pièces anti-chars modernes, dépendent largement des chevaux pour tracter l'artillerie et, bien souvent, manquent de réserves mobiles équipées. Italiens et Hongrois ne sont guère mieux lotis. Tous sont courageux, mais l'arithmétique du feu, calibre, pénétration, portée, ne pardonne pas. Dans le même temps, l'économie de forces allemandes compromet l'efficacité. Avancer vers le Caucase exige du carburant, qui se trouve précisément là où l'on se dirige. L'appétit d'essence des panzers fait de chaque kilomètre un défi logistique. Les lignes de ravitaillement s'allongent. Il faut changer d'écartement ferroviaire, construire des ponts, organiser des gares. Chaque détour vers le Caucase retire camions et wagons à l'assaut de Stalingrad. Pendant ce temps, le Stavka, la tête du commandement soviétique, jauge le coup et se prépare à l'encaisser. L'ordre numéro 227, promulgué le 28 juillet 1942, résume l'attitude exigée des fronts, pas un pas en arrière. Il instaure des bataillons disciplinaires et des détachements de barrages pour stopper les débandades, mais son message stratégique est ailleurs, tenir les points critiques. Stalingrad en est un. À mesure que la Wehrmacht approche de la Volga, le trafic fluvial de 1942 continue de faire passer du matériel d'une rive à l'autre. La priorité soviétique est de garder les voies ouvertes, draguer, enlever les mines et faire naviguer des convois sous bombardement. La ville se militarise. Ceux qui ne combattent pas creusent, posent des barbelés, fabriquent des cocktails Molotov. On dresse des plans du sous-sol, égouts, caves, conduites, qui deviendront bientôt des axes d'attaque, de repli et d'embuscade. Quand août s'achève, l'échiquier est prêt pour une entrée à sang et à feu où chacun se croit à quelques heures de la victoire. Personne ne se doute encore que la bataille deviendra synonyme de résistance acharnée et d'encerclement. 23 août 1942. La Luftflotte 4 ouvre les portes de l'enfer. L'aviation déverse environ 1000 tonnes de bombes sur Stalingrad. La ville brûle, usines, écoles, quartiers ouvriers. La fumée s'élève sur des kilomètres. Les estimations de victimes civiles varient, mais la dévastation ne fait aucun doute. La semaine suivante, l'habitat est en ruine et le centre urbain devient un piège d'éboulis. Les bombardiers des KG-27, 51, 55, 76 et I-KG-100 frappent par vagues. La Luftwaffe ne perd que quelques appareils ce jour-là. Le feu tue, mais il crée aussi le labyrinthe parfait pour le défenseur. Derrière le bombardement, la 16e Panzer de Hube et d'autres formations poussent vers le fleuve. Les avant-gardes allemandes atteignent la Volga dans le secteur nord et découpent la ville en zones isolées. Commence alors une guerre maison par maison. Le Mamaïev-Kourgan, une colline qui domine la ville, devient un objectif immédiat. Le silo à grains, masse de béton, un bastion naturel. Plus au nord, l'usine de tracteurs Dzerzhinsky et à l'ouest, les usines Barikadi et Krasny Oktyabre
forment une ceinture industrielle qui ne cède pas. Chacun de ces noms sera un chapitre. Le choc initial se heurte à des défenses improvisées mais tenaces. Des batteries antiaériennes soviétiques, comme le 1077e ERA, servi par des femmes, tirent à tir tendu sur les chars. Les troupes d'assaut allemandes, aguerries en Pologne et en France, doivent apprendre une autre façon de se battre. Tranchées à l'intérieur des bâtiments, étages reliés par des brèches au marteau, barricades dans les escaliers, mines dans les couloirs. L'infanterie progresse avec des pionniers qui ouvrent des passages à l'explosif, appuyés par des tireurs embusqués sur des cheminées, des grues, des poutrelles. En même temps, le ciel est un duel. La VVS arrive tard et meurtrie. Entre le 23 et le 31 août, elle perd des centaines d'appareils dans le secteur et peine à mordre la supériorité aérienne de Richthofen. La Volga subit des attaques constantes. Ferries et remorqueurs deviennent des cibles privilégiées. Malgré tout, les barges continuent de traverser. De jour, sous le couvert de fumée, de nuit, dans l'obscurité. Le 23 août ne décide pas la bataille, mais il la définit. Stalingrad cesse d'être une ville pour devenir un champ de mines tridimensionnel. Les Allemands pensent avoir fait le plus dur. Les Soviétiques comprennent que le choc frontal à terrain ouvert est terminé. Ce qui vient sera une lutte de mètres, de pièces, de caves. Avec septembre, le combat prend un nom, Rattenkrieg, guerre des rats. Les Allemands décrivent ainsi ces combats, un ennemi qui surgit à 1 mètre, qui se faufile par les conduites, qui attaque du sol ou du plafond. Le 28 juillet, l'ordre 227 avait fixé la consigne. Pas un pas en arrière. À Stalingrad, cela se traduit par des compagnies mêlées de soldats, ouvriers, marins et policiers qui tiennent par pâté de maison. Les détachements de barrages, durs et redoutés, existent, mais le moteur de la défense n'est pas la peur. C'est la conviction que si l'ennemi atteint la Volga, tout se coupe. Sur la rive ouest, la défense passe aux mains de la 62e armée de Vassili Tchouikov, sous la coordination de Zhukov et Eryomenko au niveau opératif. Tchouikov impose une idée que ses mémoires érigeront en doctrine, s'accrocher à l'ennemi, se coller à lui, au point que l'artillerie et l'aviation allemande ne puissent frapper sans toucher les leurs. Il raccourcit délibérément les distances de combat, multiplie les petites infiltrations nocturnes et la guerre des patrouilles. Il organise des groupes de 6 à 8 hommes qui se déplacent par les caves et les égouts et attaquent à la grenade et au pistolet mitrailleur à quelques mètres. Cet accrochage nie l'atout majeur allemand, le feu combiné depuis l'arrière. À ce moment, les 62e et 64e armées ne sont pas des structures rigides. Ce sont des organismes en adaptation permanente. Des bataillons se réduisent à des sections fusionnent en groupes, et les cadres intermédiaires, les plus rares, deviennent des éléments de très grande valeur. L'artillerie soviétique se place parfois sur la rive est de la Volga, tirant à tir tendu sur la ville. La flottille militaire de la Volga, avec ses canonnières et ses barges camouflées, maintient de nuit un goutte-à-goutte de renforts et de munitions. Désamorcer des mines, remorquer des pontons, planter des pieux de débarcadère, tout sous le feu. Chaque traversée est un mélange d'ingéniosité et d'audace. À la mi-septembre, un nom devient synonyme de sacrifice. La 13e division de la garde d'Alexandre Rodimtsev. Le 14 septembre, ces hommes traversent la Volga au crépuscule, sans carte fiable, sous attaques aériennes et d'artillerie. Beaucoup d'embarcations n'arrivent pas. La division saute du quai directement au combat dans le centre, autour de la gare et du Mamaïev-Kourgan. En 24 heures, elle perd des milliers d'hommes, mais stabilise le front urbain. Les survivants des régiments de Rodimtsev s'agrippent au terrain et repoussent la poussée allemande à la grenade. C'est l'archétype du goutte à goutte de renfort qui maintiendra la ville en vie. En même temps, naît la guerre des tireurs d'élite. Dans un combat au mètre, le tireur qui domine un carrefour ou une cage d'escalier décide du mouvement d'une compagnie entière. Les récits de duels se multiplient, certains vrais, d'autres devenus légendes. Mais derrière le mythe, une réalité tactique. Un bon tireur, avec un secteur dégagé, rend l'avance impossible. La réponse allemande, c'est la micro-tactique. Groupe d'assaut avec sapeurs, lance-flammes, charge creuse, qui nettoie pièce par pièce.
La réponse soviétique, ce sont des cellules élastiques qui se replient par des trouées entre murs, réapparaissent depuis les caves et contre-attaquent. Le résultat n'est pas un front, mais un nid d'abeilles. La nuit, les remorqueurs montent et descendent. Traverser la Volga est une loterie. La Luftwaffe tente de frapper toute barge en vue. L'artillerie allemande bat les itinéraires connus. La flottille organise des couloirs de fumée, éteint les feux, exploite les bandes d'ombre. En parallèle, des batteries sur la rive et arrosent les concentrations allemandes, découpées sur le ciel en feu. Quand le froid arrive, la boue cède, le sol durcit et l'accrochage de Tchouikov devient plus mortel. Le son porte, la respiration se voit et les grenades gelées fonctionnent mieux que des gâchettes engourdies. Dans les journaux, restent des éclats. Un infirmier qui compte ses dernières compresses, un sergent qui esquisse le plan de son escalier avec des numéros de pièces qui n'existent plus, un lieutenant qui écrit à sa mère depuis un charbonnier. La 62e s'appuie sur ces gens-là et sur une logistique impossible. La ligne ne cède pas, même si elle se réduit parfois à un ruban de quelques centaines de mètres collé à la Volga. Et lentement, septembre se referme sur une carte aussi déchiquetée que la ville. Mais la Volga vit toujours. Et pour Moscou, c'est tout ce qui compte. À la fin septembre et au début octobre, plusieurs lieux prennent une importance particulière pour l'issue de la bataille. Le Mamaïev-Kourgan domine la ville et la rive. Bien qu'il change de main plusieurs fois, le 284e de fusiliers, entre autres, y dépose une couche de métal et de corps. Les pentes sont labourées par les explosions. Le terrain se recompose chaque jour. Qui tient la colline obtient observation et feu. En septembre, en octobre et jusqu'en janvier, Mamaïev est le métronome de la bataille. La maison Pavlov est quant à elle un bloc d'appartements sur la place du 9 janvier, devenu symbole. Un petit groupe sous les ordres du sergent Yakov Pavlov, puis du lieutenant Afanassiev, fortifie l'immeuble avec mines, nids de mitrailleuses et tunnels vers les bâtiments voisins. La défense dure des semaines, avec des relèves minimes et des tirs croisés. Mais qu'est-ce qui relève de l'histoire et qu'est-ce qui relève du mythe? Il est vrai qu'il y eut une défense prolongée et efficace. Mais le nombre d'assaillants repoussés a été enjolivé par la narration ultérieure. Et si elle sert d'emblème de la résistance urbaine, ce ne fut ni la seule, ni la position la plus décisive. Elle fut l'une parmi des dizaines qui, ensemble, ont refusé la victoire à l'ennemi. Autre point disputé, le silo à grains. Un prisme de béton sans grâce, parfait pour la défense. Assiégés et pilonnés, ces défenseurs, soldats et, selon certaines versions, marins, tiennent contre des forces supérieures. La silhouette du silo, découpée sur la fumée, revient dans les récits des deux camps, rappelant qu'une architecture industrielle peut transformer un bâtiment en forteresse très coûteuse à conquérir. Parallèlement, la guerre urbaine atteint son paroxysme dans les usines des tracteurs, Barricadi et Octobre Rouge. Les grandes nefs ouvrent des angles de tir longs. Les ateliers forment un labyrinthe. Des pelotons conquièrent un atelier d'ajustage et le perdent à la nuit. Un jour, un mur sépare deux bataillons. Le lendemain, le mur est un trou par lequel passent grenades et flammes. Munitions et grenades s'épuisent à un rythme furieux. Les postes de secours saturent. Les Allemands emploient des groupes d'assaut avec sapeurs et lance-flammes. Les Soviétiques les fixent, les mordent par les flancs ou s'y collent, rendant impossible leur neutralisation par l'artillerie. Dans ces secteurs se mêlent des régiments comme le 42e de la 13e garde, des éléments des 95e et 112e de fusiliers et des unités indépendantes. En face, des divisions comme les 71e, 79e Jäger, 295e et des éléments Panzer en appui. Les pertes varient selon les jours, mais les rapports évoquent des compagnies réduites à quelques dizaines, des bataillons qui n'existent plus. Et à tous les problèmes s'en ajoute un autre, l'hygiène. L'eau se fait rare, les infections et les poux abondent. L'odeur de cadavres et d'étoffes brûlées est dans l'air. En octobre, personne n'a porté le coup de grâce. Chaque poussée allemande bute sur l'accrochage et se dissout dans les ruines. Chaque contre-attaque soviétique stabilise sans reconquérir la ville. Le mois se clôt sur une Wehrmacht convaincue qu'il lui reste quelques jours pour nettoyer les derniers réduits. Au moment même où, hors champ,
on prépare un coup bien plus grand. Imaginons la carte à l'échelle opérative fin octobre. Dans la ville, des drapeaux nazis flottent sur des ruines. La 6e armée pense que c'est l'affaire de quelques jours. Les usines brûlent, mais tirent encore. La Volga fume et gèle la nuit. Les messages qui remontent des unités aux états-majors se ressemblent. Résistance résiduelle, poches isolées. L'orgueil professionnel dit « Une poussée de plus et Stalingrad tombe ». Changeons maintenant de focale. Éloignons-nous de 100 km. Les flancs du dispositif allemand tiennent de longs tronçons de steppe avec tranchées maigres, sans réserves blindées à portée, gardées par des Roumains et des Italiens qui manquent de canons anti-chars modernes en nombre suffisant et d'un équipement d'hiver adéquat. Les divisions tiennent des fronts de plus de 100 km, avec des communications médiocres. Au loin, au nord et au sud, des mouvements commencent dans l'arrière-pays soviétique. Trains nocturnes, concentration d'artillerie, camions bâchés, fausses pistes, leurres, filets de camouflage. On appelle cela maskirovka, rendre invisible l'essentiel et visible ce qui ne l'est pas. Le Stavka rassemble des marteaux. Pourtant, sur les radios allemandes, les signaux du renseignement qui pointent une accumulation ennemie se brouillent avec l'obsession d'en finir à Stalingrad. Manstein n'est pas encore sur scène, Paulus attend des ordres, et Hitler, qui ne veut pas entendre parler de retraite, pousse à tenir et avancer. À Kotelnikovo, à Kalach, dans la boucle du Don, ces noms deviennent des flèches sur une carte. Tous croyaient qu'il restait des jours, alors qu'en réalité, il restait des heures. Mais pour autre chose. En octobre et novembre, tandis que Stalingrad saigne, 3 fronts soviétiques s'imbriquent. Le front du Don, commandé par le lieutenant-général Konstantin Rokossovski, le front du Sud-Ouest, sous le lieutenant-général Nikolaï Vatoutine, et le front de Stalingrad, dirigé par le colonel Andrei Eryomenko, le tout sous la coordination stratégique de Zhukov et Vassilevski. Le plan s'appelle Opération Uranus, ne pas frapper le centre dur de la ville, mais briser les flancs roumains au nord et au sud, refermer une tenaille et encercler la 6e armée et une partie de la 4e Panzer. La logique est chirurgicale, ne pas insister là où l'ennemi est le plus fort, mais attaquer et rompre là où il est le plus faible. La maskirovka fait le reste. Dissimuler les réserves, bouger de nuit, écran de fumée, leurre, gare factice, maquette de batterie, censure radio stricte, tout compte. Et le terrain aide. La plaine permet de déplacer brigades blindées et artillerie lourde si l'on n'est pas vu. Le froid, qui arrive d'un coup, durcit le sol et transforme la boue en terrain porteur pour les chars. Le Stavka repousse le jour J à 2 reprises pour compléter les concentrations et les alignements. À l'heure dite, ce sont plus d'1 million d'hommes, près de 900 chars, plus de 13 000 pièces d'artillerie et 1 500 avions sur l'ensemble des fronts engagés. Les axes d'attaque prévus, au nord, depuis la boucle du Don vers le sud, avec les 21e et 65e armées, ouvrant la voie à des unités de chars qui exploiteront en rase campagne. Au sud, depuis le secteur de Kotelnikovo-Kalach, le coup vise les positions de la 4e armée roumaine pour converger vers les ponts et les gués du Don à Kalach. Si les 2 axes se rejoignent, ils forment une poche, piégeant la 6e armée et des éléments de la 4e Panzer. Pendant ce temps, les rapports qui parviennent à Paulus évoquent une tension croissante sur les flancs, mais la priorité reste de nettoyer Stalingrad. Hitler, plus encore, interdit de dégager les panzers engagés en ville pour constituer une réserve mobile. Le commandement allemand mise sur des Roumains capables de tenir le temps que les renforts arrivent, et, en cas de problème, sur une Luftwaffe capable de colmater. Mais à ce stade, la Luftwaffe est surmenée sur un front immense. Quand le givre recouvre la steppe et que le fleuve commence à geler, les erreurs commencent. Le décor est planté. Uranus ne cherche pas une belle victoire sur la place centrale, mais des résultats opératifs dans l'arrière-pays ouvert. Le 19 novembre 1942, à 7h20, le Nord explose. Les 21e et 65e armées, avec les blindés de la 5e armée de chars, frappe la 3e armée roumaine. Les premières vagues butent sur des champs de mines et une résistance ferme, mais quand les T-34 franchissent la bande défensive, l'absence de canons anti-chars lourds scelle la ligne. À midi, il y a des ruptures,
Au crépuscule, des retraits. Le lendemain, le Sud entre en feu. La 4e armée roumaine, avec un front énorme et de faibles réserves, cède sous des attaques qui cherchent la profondeur. Des unités motorisées soviétiques naviguent dans la brume de la steppe, évitent les noyaux résistants et filent vers les ponts et routes. Les contre-attaques allemandes du 48e corps Panzer manquent de carburant et de chars. Les 21 et 22 novembre, les pointes blindées au nord et au sud coupent des routes clés, s'emparent de ponts et de nœuds de communication. Des colonnes roumaines isolées sont dépassées. Des unités allemandes commencent à recevoir des ordres contradictoires, soutenir les Alliés en déroute ou boucher les brèches de leur propre front. Le 23 novembre, la tenaille soviétique se referme près de Kalach, sur le Don. La poche, Kessel, de Stalingrad, est née. À l'intérieur, la 6e armée et des éléments de la 4e Panzer. Les estimations varient, mais on parle de centaines de milliers d'hommes, y compris du personnel auxiliaire, des IWIS et des services. La ville devient un piège. À partir de ce jour, le centre de gravité change. L'important n'est plus de prendre un pâté d'usine, mais de survivre dans un encerclement géant sans réserves opératives et avec l'hiver sur le dos. Après l'encerclement, la question allemande est évidente. Rupture immédiate vers le sud-ouest pour joindre une force de secours, ou tenir et se ravitailler par les airs. Hitler choisit de tenir. Il interdit la rupture. Il ordonne à Paulus de maintenir la forteresse de Stalingrad. Hermann Göring promet un pont aérien capable de soutenir la 6e armée. La comparaison avec Demiansk, une poche plus petite ravitaillée par air des mois durant, pèse. Mais Stalingrad, c'est une autre échelle. Climat pire, ennemis plus nombreux, distance plus grande, consommation bien supérieure. La facture logistique est gigantesque. La 6e armée a besoin d'environ 750 tonnes quotidiennes de ravitaillement pour rester opérationnelle. La Luftwaffe, au mieux, peut promettre 300 pendant de courtes périodes et en pratique livre, souvent bien moins de la moitié. Les bases principales, Pitomnik et Gumrak, sont dans la poche et sous le feu constant. Chaque atterrissage est un miracle. Chaque décollage, un drame avec des blessés à bord. Les pertes de Ju-52 et de He-111 montent. La capture de l'aérodrome de Tatsinskaya fin décembre par un raid soviétique frappera plus encore la capacité aérienne allemande. Paulus hésite. Ses chefs de corps le pressent dans des sens opposés. L'option Donnerschlag, une sortie coordonnée vers le sud-ouest quand les forces de Manstein approcheront, exige un carburant qui n'existe plus et une décision politique qui ne vient pas. Les jours passent, la fenêtre se rétrécit. Dans la poche, on rationne l'essence, on cannibalise les véhicules. Déplacer une division signifierait abandonner des milliers d'hommes à pied. Les communications entre Hitler, Paulus et Manstein accumulent arguments, attentes et ordres catégoriques, ne pas rompre. Pendant ce temps, l'hiver fait son œuvre. La 6e armée, rivée au rayon de ses aérodromes, se rétracte autour de Pitomnik et Gumrak. Début janvier, l'artillerie soviétique écrase les deux terrains. Sans ces points, le pont aérien meurt d'une mort subite. La décision de tenir transforme un encerclement dur en condamnation. Face à la situation, Hitler crée le groupe d'armées Don et confie le commandement à Manstein. Le plan, lancé depuis Kotelnikovo, la 4e armée Panzer de Haute, pour percer vers le nord-est, franchir la Mishkovka et joindre une sortie depuis l'intérieur de la poche. Les premiers jours sont prometteurs. Des divisions Panzer vétéranes avancent dans la steppe hivernale, prennent des villages, s'emparent de ponts. Elles atteignent la Mishkovka et, par endroits, se retrouvent à quelques dizaines de kilomètres du bord de la poche. Sur les cartes, la distance paraît minime. Sur le terrain, c'est un monde. Mais il y a un problème. Aucune coordination réelle avec une rupture depuis l'intérieur. Paulus ne reçoit pas d'autorisation claire pour sortir. Il n'a ni carburant, ni munitions pour un coup d'ensemble. Et chaque jour qui passe voit la 2e armée de la garde soviétique se planter face à Hoth. Les soviétiques contiennent, puis contre-attaquent. La distance la plus courte atteinte par les avant-gardes allemandes se situe entre 30... Une ville de briques et d'acier, un fleuve qui relie tout, et un nom lourd comme un défi,
Stalingrad. En 1942, alors que la carte de l'Est s'embrase, deux armées se dévisagent à travers la fumée des canons et les ruines d'une ville. La question qui allait tout changer n'était pas de savoir qui avait le plus d'hommes ou de chars, mais qui accepterait de tenir plus longtemps, qui lâcherait le premier 1 mètre de sol ou une gorgée de Volga. Stalingrad ne s'est pas gagné qu'avec des balles. Ce fut la logistique contre la faim, l'aviation contre les caves, les cartes contre l'instinct. Ce fut pas un pas en arrière, transformé en tactique, et une ville entière métamorphosée en tranchée. Mais comment les Soviétiques ont-ils changé les usines en forteresses? Comment la Wehrmacht, invaincue au milieu du continent, s'est-elle retrouvée embourbée entre briques, tuyauteries et cages d'escalier? Et comment, loin des projecteurs, un plan sur les flancs a-t-il scellé le destin de la 6e armée? Aujourd'hui, nous raconterons comment Stalingrad est passé d'un objectif sur le papier au point de bascule de toute la guerre à l'Est, du bombardement qui en fit un labyrinthe à l'encerclement qui en fit un piège. Mais d'abord, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche. Ici, on raconte les batailles qui ont changé l'histoire. Aujourd'hui, c'est le tour de Stalingrad, la ville, le fleuve et l'hiver qui ont arrêté l'Allemagne nazie. Et maintenant, on commence. L'histoire commence bien avant qu'on entende le premier coup de feu dans les ruines. À la mi-1942, la guerre à l'Est est devenue une course d'endurance. L'Allemagne n'a pas réussi à abattre l'Union soviétique en 1941 et l'hiver a forcé la Wehrmacht à s'arrêter. Mais à l'été 1942, Berlin décide d'emprunter une autre voie, frapper au sud, couper la Volga et s'emparer du pétrole du Caucase. Ce plan est baptisé Opération Bleue. Stalingrad, de son côté, est une grande ville industrielle sur la rive ouest de la Volga, qui apparaît sur la carte comme un nœud où se croisent acier, charbon et pétrole. Mais ce n'est pas qu'un nom. C'est une usine de tracteurs qui sort des chars T-34 avec des chaînes de montage presque collées à la ligne de front. Ce sont des aciéries et des ateliers qui nourrissent l'effort de guerre. C'est un port fluvial d'où des barges montent et descendent des marchandises sur la Volga. Hitler sait que celui qui domine ce fleuve peut étrangler la circulation des céréales, des carburants et des équipements vers le cœur soviétique. Et puis, il y a une dimension symbolique que tout le monde comprend. La ville porte le nom de Staline. La prendre serait un coup porté au moral de l'adversaire et un trophée de propagande. Mais le pari allemand a un problème de fond. Ses ressources sont finies. L'opération Bleue divise donc les forces pour deux objectifs gigantesques à la fois. Capturer Stalingrad et pousser vers le Caucase. Cela veut dire colonnes qui avancent des centaines de kilomètres à travers les steppes, lignes de ravitaillement de plus en plus longues et carburants qui n'arrivent pas toujours. La vitesse des panzers dépend de camions et de voies ferrées qui craquent. En même temps, le haut commandement allemand se persuade que, comme l'année précédente, la résistance soviétique cédera si on la presse assez fort. Sous-estimer l'adversaire sera une erreur chèrement payée. Pour Moscou, Stalingrad est un point critique. La production locale, bien que touchée, continue. Le trafic sur la Volga maintient en vie la ville et les armées du front. Sur le plan stratégique, perdre le fleuve reviendrait à rompre la colonne vertébrale logistique qui relie le sud soviétique au centre du pays. Ainsi, à mesure que la Wehrmacht approche, la ville se fortifie avec des fossés, des nids de mitrailleuses, des points d'appui improvisés et, quand il le faut, avec des ouvriers et des civils qui dressent des murs avec les briques arrachées à leur propre maison. Sur les flancs allemands, c'est une autre image. Pour soutenir la pénétration, Berlin déploie ses alliés. Roumains, Italiens et Hongrois couvrent de longues lignes de part et d'autre de la poussée vers Stalingrad. Ces unités sont étirées, souvent avec artillerie hippomobile et armes antichars insuffisantes. Beaucoup de pièces de 37 et 47 mm ne stoppent pas de manière fiable les T-34. Les rares 75 mm modernes arrivent tard et en trop petit nombre. Quand le temps tournera contre eux et que les T-34 afflueront, ces lignes seront des ponts de papier. Pendant ce temps, dans les airs, la Luftwaffe domine. La Luftflotte 4 de Wolfram von Richthofen prépare une correction qui, lorsqu'elle tombera, réduira Stalingrad en poussière et en cendres. Mais le feu n'aide pas toujours l'assaillant. Les ruines, comme les Allemands vont vite s'en rendre compte, sont un champ de bataille qui favorise le défenseur obstiné et au contact.
Le 28 juin 1942, l'opération Bleue démarre en confiance. Après le printemps, la Wehrmacht reprend de l'élan. Voronezh tombe, le Don est franchi, et dans bien des états-majors allemands, on a le sentiment que l'URSS ne peut plus encaisser. Le plan général prévoit 2 dents à la même fourchette. L'une mord Stalingrad, l'autre se plante dans le Caucase pour s'emparer du pétrole de Maïkop, Grozny et, si possible, Bakou. Mais scinder les forces, c'est aussi scinder la logistique. Pourquoi Stalingrad compte-t-elle tant pour Hitler? D'abord pour son industrie. L'usine de tracteurs Dzerzhinsky ne fabrique pas que du matériel agricole. En guerre, sa chaîne s'adapte aux blindés et aux pièces. À côté, les usines Barikadi et Krasny Oktyabre produisent d'artillerie et acier. Ensuite, la Volga. Naviguer sur ce fleuve, c'est disposer d'une autoroute de barges qui dépasse les limites d'un réseau ferré saturé. Le pétrole qui remonte du sud a besoin de ce cours d'eau, et les soviétiques le savent depuis la Première Guerre mondiale. La Volga compense l'étranglement ferroviaire. Troisième raison, le nom. Stalingrad, c'est de la politique pure. La laisser aux Allemands serait une défaite morale difficile à avaler pour les Soviétiques. Le plan allemand part du principe que l'ennemi est épuisé et que les alliés de l'Axe sur les flancs tiendront. Au nord du secteur, la 3e armée roumaine couvre une ligne interminable. Au sud, la 4e armée roumaine fait de même. Leurs divisions ont peu de pièces anti-chars modernes, dépendent largement des chevaux pour tracter l'artillerie et, bien souvent, manquent de réserves mobiles équipées.